La mésinformation qui propage de fausses nouvelles par inadvertance et la désinformation qui le fait délibérément au sujet de la pandémie de COVID aurait coûté près de 300 millions de dollars au système de santé. Elle serait aussi responsable de 2800 décès au pays. Ce sont les conclusions d'un rapport d'experts sur les conséquences de la mauvaise information en santé pendant la pandémie. J'en ai discuté plus tôt avec une de ces experts. Elle est professeure en communication à l'Université de Sherbrooke. Madame Carignan, bonsoir. Bonsoir. D'abord, j'aimerais que vous me donniez un bref tour d'horizon, quelques exemples de ces messages de mésinformation qui ont circulé pendant la pandémie. Il y a eu toutes sortes de messages de mésinformation, parce que dans la mésinformation, on entend toutes sortes de types d'informations qui sont parfois volontairement erronées, parfois involontairement erronées. Alors, ça peut être des gens qui, sans vouloir nuire, disaient par exemple aux gens, vous devez attraper la COVID pour qu'on ait une immunité collective, alors qu'on sait très bien qu'il fallait passer par la vaccination pour atteindre cette immunité collective-là. Donc, des gens qui véhiculaient de la fausse information, mais là-dedans aussi, il y avait tous les discours complotistes qu'on pouvait entendre qui prétendaient, par exemple, que la COVID est un canular ou un complot des gouvernements avec les pharmaceutiques ou d'autres intérêts financiers pour contrôler la société. Il y avait toutes sortes de fausses cures qui circulaient. Donc, vraiment, toutes sortes d'informations à des niveaux plus ou moins dommageables chez les gens qui pouvaient adhérer à ces informations-là. Alors, justement, parlez-nous des effets directs, donc, de ces fausses informations. Mais le comité d'experts qui s'est penché sur les effets socio-économiques de la désinformation au Canada, ce qu'il essayait de faire, c'est de voir finalement quels étaient les effets de la désinformation et de la mésinformation pendant la pandémie de COVID-19, mais aussi en général dans la société au Canada. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des effets à la fois individuels. Chez chaque personne qui adhère à de la mésinformation ou de la désinformation, bien, on peut à la fois avoir des comportements d'achat qui vont être pas nécessairement les bons. Donc, on va acheter des produits qui pourraient être dangereux, nocifs ou qui vont nous coûter cher inutilement, des comportements qui peuvent même conduire jusqu'à avoir des comportements à risque pour notre santé, nous rendre malades et ultimement conduire au décès. Au niveau maintenant collectif, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir des conséquences sur notre système de santé qui va être alourdi, des conséquences économiques. Et puis même plus globalement, au niveau de la société, la mésinformation va conduire vraiment à une perte de confiance envers le système en place, politique, médiatique, scientifique. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va contribuer à des positions politiques beaucoup plus radicales. Puis ça va aussi contribuer notamment à tout un débat qui existe en ce moment sur est-ce qu'il y a vraiment des changements climatiques, un réchauffement climatique et donc beaucoup plus de difficultés à faire adhérer des gens à certaines mesures pour contrer justement ces changements environnementaux-là, par exemple. En fait, ce que vous dites, c'est que il y a un tableau que le comité d'experts a publié qui dit, entre autres, qu'il y aurait eu 198 000 cas de COVID de moins au Canada, 13 000 hospitalisations de moins, 3 500 patients de moins aux soins intensifs, 2 800 morts de moins. Je voulais savoir, puisque vous le dites justement vous-même, les répercussions de toutes ces fausses informations sont complexes. Alors, comment avez-vous pu établir qu'elles sont responsables, qu'elles ont amené, par exemple, 2,5 millions de personnes à hésiter à se faire vacciner? Comment vous avez fait? C'est 2,5 millions de personnes au Canada, vous avez tout à fait raison. Et c'est un chiffre qu'on juge vraiment très conservateur en plus. Nous, comme on a fait, on a essayé de construire un modèle avec l'équipe d'experts qui avait été mandatée par le Conseil des académies canadiennes pour vraiment voir justement à quel point la mésinformation avait pu contribuer à mettre de la pression sur le système de santé pendant la pandémie. On a créé un modèle qui nous permettait de voir la différence dans les comportements et les coûts des gens qui pouvaient croire, par exemple, que justement la COVID était un canular versus les gens qui avaient peut-être cru à de l'information erronée sur la dangerosité du vaccin et les gens qui s'étaient fait vacciner. Et donc, en comparant ces comportements-là, c'est là qu'on a pu voir, en se basant sur des données de différents sondages fiables sur le niveau d'adhésion aux énoncés, notamment qui croyaient que la COVID était un canular ou qui croyaient en des fausses informations sur la vaccination, que ces gens-là, on pouvait les estimer à près de 2,5 millions de personnes et donc des coûts d'environ 300 millions de dollars sur le système de santé canadien, minimalement, parce que ça, c'est juste les coûts pour les hospitalisations et les séjours en urgence. Mais donc, au-delà de ce que ça a coûté en termes de santé pour les Canadiens et le système, il y a eu d'autres effets aussi, au-delà du milieu de la santé.
Plus globalement, sur la société, c'est toute la déstabilisation dans le système politique qu'on peut voir. C'est aussi une méfiance envers la science qu'on doit contrôler. Oui. Et le rapport essaie d'emmener là aussi à des solutions pour essayer d'améliorer cette confiance. Quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'on fait là pour éviter que ça se reproduise à la prochaine crise de santé publique? Oui, vous avez raison, il faut éviter. Puis comme on le sait qu'il va y avoir d'autres crises de santé publique, des crises environnementales, donc il faut agir maintenant. Ça passe par l'éducation, aux médias, à la science, aux politiques, la pensée critique. Mais entre autres, dans le rapport, on met beaucoup l'accent sur mieux communiquer la science. Donc, mieux vulgariser la science, la rendre plus accessible aux citoyens, trouver peut-être des acteurs de confiance pour la communiquer, notamment là, avec l'équipe de la Science d'abord, Science Up First. On a mis des initiatives comme ça en place pour essayer de vulgariser. Le 2 février prochain, on tient un événement à la Grande Bibliothèque là, pour mieux communiquer ça. Donc, c'est des initiatives de vulgarisation, redonner tranquillement la confiance que ça doit se faire maintenant parce que la prochaine crise climatique, prochaine crise de santé, on sent déjà là, cette déstabilisation sociale en ce moment. Oui, effectivement. Puis c'est très difficile de convaincre des gens qui, eux-mêmes, sont convaincus d'avoir un esprit plus critique que la masse, par exemple, qui, comme des moutons, allait se faire vacciner. C'est le genre de discours qu'on entendait. C'est très difficile. Il faut vraiment leur montrer comment les informations qu'ils sont confrontés sont douteuses potentiellement. Leur expliquer aussi à des gens peut-être les effets de la mésinformation. Donc, s'ils ne se font pas vacciner, quelles peuvent être les conséquences. Donc, leur donner toutes les données pour prendre des décisions un peu plus éclairées. Mais c'est certain qu'il y a un niveau d'adhésion. Donc, les gens qui doutent un peu, qui croient à certaines fausses informations, mais pas toutes, sont quand même beaucoup plus faciles à tranquillement convaincre en leur fournissant de l'information fiable que les gens qui adhèrent très fortement, par exemple, à un discours complotiste. Eux, c'est tout un travail. Et on peut rallier comme ça même un adulte ou si c'est mieux de commencer très tôt dans l'enfance? Mais c'est sûr que commencer tôt, c'est très bien parce que les jeunes, déjà, on le voit, l'éducation aux médias, à la science, comme je le disais, la pensée critique, c'est des outils qui nous prémunissent contre l'adhésion à la désinformation et qui peuvent percoler dans la famille. Ouais. Maintenant, le problème, notamment, on voit que ceux qui adhèrent le plus, par exemple, aux théories du complot dans différentes études qu'on a fait, souvent, c'est des gens de 18 à 52 ans. Donc, c'est des gens qui sont plus dans le milieu scolaire. Il faut aller les rejoindre ailleurs. Ça passe par, justement, des formations en entreprise, des conférences publiques. Ça passe vraiment par des discours politiques, de vulgarisation, plus de transparence, d'échange avec les citoyens, par exemple. Alors, des gros défis en perspective, c'est certain. Madame Carignan, merci beaucoup. Merci. Au revoir.